Bonjour Bernard Bolz, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez fondé en 1990 l'Observatoire international des prisons et tout récemment le site Prison Insider qui a pour objet de faire connaître les conditions de détention et de promouvoir les droits et la dignité des personnes privées de liberté partout dans le monde. On va y revenir, mais d'abord une question. Notre revue s'appelle Regard. C'est quoi le regard de Bernard Bolz aujourd'hui ? Mon regard aujourd'hui, il est fait d'abord de 40 ans d'observation de la prison. D'abord après un court séjour de 2 mois, à la fin des années 70, dans une prison de Lyon. Et puis après, de façon militante pour l'essentiel de ma vie, avec la création de l'OIP et un accompagnement de très nombreuses personnes détenues. Un passage chez le contrôleur général des lieux de privation de liberté, donc un endroit, une institution, mais qui permet de voir beaucoup de choses et je m'en suis réjoui. Et puis à nouveau, de façon très militante aujourd'hui, en travaillant à la création d'une plateforme à l'échelle internationale, ce qui n'est pas une mince affaire. Et alors le monde des prisons, Bernard Bolz, il va bien ou il va mal ? Non, le monde des prisons va globalement mal. Mais il se trouve qu'il y a un certain nombre de choses qui vont bien et que nous-mêmes nous ne parlons pas des trains qui arrivent à l'heure. Mais il faut reconnaître que de partout, il y a des gens qui font des efforts considérables pour que ça aille mieux. Et il ne faut pas les passer sous silence parce qu'il n'y a rien de plus désespérant de lire, y compris pour nous à notre endroit, que les prisons n'intéressent personne. Alors justement, le conflit, aujourd'hui il y a un conflit qui marque un peu l'actualité, c'est le conflit avec les surveillants de prison après l'agression d'un des leurs le 11 janvier dernier par un détenu radicalisé. Le conflit est toujours très tendu. La CGT et la FO ont rejeté vendredi dernier les propositions de la ministre Nicole Belloubet. Ils réclament de meilleures conditions de travail et notamment une plus grande sécurité dans les prisons. Mais au fond, c'est quoi l'enjeu de ce conflit? Est-ce que c'est vraiment les conditions de travail et la sécurité ou est-ce que c'est plus largement le problème de la surpopulation carcérale? Ce n'est pas le problème de la surpopulation carcérale, c'est un problème qui est ancien, que les politiques se refusent à aborder et à traiter. Donc on accumule des strates de non-réponse. Et notamment, le travail des personnels est dévalorisé, il est déconsidéré. Pourquoi? D'abord pour 2 raisons. Parce que les parlementaires se refusent à appliquer la loi de 1875 qui voudrait que dans une place on mette une personne, c'est-à-dire l'encellulement individuel, pas tout le temps, toute la journée. Il ne s'agit pas de confiner les gens tout seuls, mais il s'agit qu'ils puissent disposer d'un espace à eux et puis d'avoir des activités, un travail, de la formation qui les met en relation avec les autres. Mais on préfère les entasser à plusieurs dans une place. Et ça disqualifie bien sûr la vie quotidienne du détenu, mais ça disqualifie le personnel qui est chargé d'encadrer tout ça, parce qu'il le fait dans des conditions extrêmement problématiques. Puis deuxièmement, les magistrats. Les magistrats ne prennent pas leurs responsabilités en continuant, au mépris de la loi, à mettre plusieurs personnes dans une place. Donc personne ne prend la mesure des difficultés qu'on fait vivre aux personnes détenues en ayant recours toujours et sans cesse à l'emprisonnement, alors que pour beaucoup des aménagements de peine s'imposent. Et donc c'est à terme les personnels qui en font les frais. Et il ne s'agit pas que non plus les personnels s'en prennent aux détenus qui n'y sont pour rien. C'est-à-dire que les personnels se trompent de colère quand ils font payer à l'ensemble de la détention des agressions d'ailleurs globalement mineures. 4000 agressions par an, ça fait un peu moins de 11 par jour. Je rappelle qu'il y en a 20 en Angleterre par jour, pour des conditions de détention encore plus exécrables en Angleterre. Mais du coup, est-ce qu'il y a une solution pour qu'un séjour en prison, là je parle du côté du détenu, est-ce qu'il y a une solution pour que ça puisse bien se passer? Oui, il faudrait que les prisons soient en léger sous-nombre, ne soient pas suroccupées, même pas pleines. Et ça, c'est tout à fait possible. Il y a largement assez de places de prison. Il ne faut pas en construire des nouvelles? Mais absolument pas. On dispose d'un nombre de places très largement suffisant. Vous savez qu'en Allemagne, on a un taux d'incarcération de 77 pour 100 000 habitants. En France, on est à 100 pour 100 000 habitants. Donc on incarcère 25% en moins en Allemagne et les prisons ne sont pas pleines. Et donc ça génère un climat qui est forcément plus favorable. Alors hier, dans l'émission Boomerang sur France Inter, Robert Badinter affirmait que la prison est une forme de hors-champ social. Or, les détenus font partie du champ social. Comment d'après vous, on résout ce paradoxe?
Mais on ne le résout pas. On ne le résout pas, c'est-à-dire qu'on se refuse de réfléchir. Aujourd'hui, il y a une production intellectuelle qui est extrêmement importante sur l'emprisonnement. Des chercheurs, des travailleurs sociaux, mais même les membres de l'administration connaissent les solutions. Le problème, c'est que ceux qui ont l'expertise ne sont pas écoutés. La prison est aux mains des idéologues, des politiques qui ont décidé d'en faire un instrument soi-disant de sécurité. Mais la sécurité n'est pas assurée, au contraire, ils disqualifient toute la sécurité en faisant l'usage qu'ils font. Donc tant qu'on n'aura pas pris cette mesure-là, on continuera à abîmer les personnes et abîmer les personnes qui gardent et les personnes qui sont gardées. Et je veux dire, est-ce qu'une privation de liberté, c'est encore une solution qu'on doit envisager comme une punition quand il y a eu un crime ou certains délits? Écoutez, moi en tout cas, l'idée qu'on pourrait supprimer totalement la prison et qu'on vivrait dans le meilleur des mondes, je n'y crois pas une minute. Et je pense que c'est contre-productif d'énoncer ça. Enfin, c'est simple et ça ne mange pas de pain et ça ne fait pas avancer la question qui est posée. Par contre, je peux expliquer à mon voisin de palier que je n'ai pas choisi que les places sont en surnombre en France, il y a trop de places de prison et qu'il faudrait à un moment donné penser l'enfermement autrement. Et donc ça, on peut le faire comprendre et on a une marge de progrès qui est considérable. Et est-ce que la perpétuité, selon vous, c'est une peine qui a du sens? La perpétuité n'a pas de sens. C'est la fin de la peine de mort, en quelque sorte, en 81, qui a fait une sorte d'appel d'air pour trouver comment remplacer cette peine de mort. Et c'est une très mauvaise réponse que de donner aucun espoir à une personne détenue, sachant que beaucoup sont quand même tout à fait capables de s'amender, la plupart, c'est-à-dire de passer à autre chose. Alors on a l'impression que la France n'est pas très bonne en matière de prison. On n'est jamais très bien classé quand il y a des classements sur nos lieux de privation de liberté. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un... C'est vrai, c'est quelque chose dont je me méfie beaucoup, parce que c'est très difficile de comparer pour une région du monde, l'Europe en l'occurrence, le fonctionnement des prisons. On a affaire à des cultures, à des approches qui sont même si on a une communauté de pensée. Mais alors justement, est-ce qu'il y a des modèles qui sont mieux que nous selon vous? Quels pourraient être? Il y a des modèles, c'est ceux notamment qui enferment moins, dont le taux d'incarcération est moindre. Vous avez aujourd'hui des pays dans le monde où j'ai cité l'Allemagne, mais on pourrait citer l'Inde, on pourrait citer le Sénégal, on pourrait citer une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. En Afrique, vous avez des pays de suroccupation et puis des pays qui occupent relativement marginalement les prisons. Et donc ça, c'est un très bon critère. C'est quel est le taux d'incarcération, c'est le nombre de personnes détenues pour 100 000 habitants. Et plus il est bas, plus c'est un indicateur somme toute assez positif, c'est-à-dire qu'on trouve d'autres façons de sanctionner. Alors hier, nous recevions Corinne Morel-Darleux, conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes et secrétaire nationale du Parti de gauche, et elle avait une question pour vous. Elle vous a demandé quel regard vous portiez sur la situation des prisons turques et surtout sur la politique d'incarcération massive du gouvernement Erdogan. Dans la mesure, là on est vraiment à l'inverse de ce que vous disiez tout à l'heure sur la population carcérale et le fait qu'il fallait mettre moins de personnes dans les prisons. La politique de Erdogan à ce niveau-là, mais à d'autres, est complètement insupportable. Plus de 55 000 détenus en quelques mois. Et ce qui nous montre bien que c'est la politique pénale qui fabrique la détention et pas la délinquance. Et c'est vrai en France, c'est vrai dans tous les pays. Il se trouve que dans ce pays-là, la démocratie est complètement confisquée. Et donc on envoie en prison tous ceux qui ressembleraient de près ou de loin à des opposants. Mais qu'est-ce que vous sous-entendez quand vous dites que c'est vrai en France? C'est vrai en France en ce sens que si on décide de ne plus incarcérer les personnes qui consomment du cannabis ou qui en ont vendu 10 grammes, eh bien on fera chuter de manière significative la population des détenus en France. Si on considère que les infractions routières où il n'y a ni mort ni accident ne doivent plus conduire en prison, on baissera de façon significative la population des détenus en France. C'est bien la politique pénale qui envoie en prison. Si demain on décide d'enfermer les homosexuels en France comme on le décide dans beaucoup de pays dans le monde, eh bien à ce moment-là, cette population augmentera également. Vous avez en ce moment en Indonésie un jeune Français qui vient de prendre 5 ans de prison pour 10 grammes de shit dans son sac à dos. 10 grammes de shit. Vous voyez que cette population en Indonésie, c'est 70% de la population
carcérale qui est là pour des infractions liées aux stupéfiants. Alors une dernière question, Bernard Bolz. Les parlementaires européens sont supposés avoir un droit de visite des prisons de l'Union européenne. Or, le 19 décembre dernier, une délégation de 7 d'entre eux s'est rendue à Madrid pour aller visiter des prisonniers catalans enfermés à la suite du référendum, dont Oriol Junqueras, le chef de file de la gauche indépendantiste, et on leur a refusé l'accès de la prison. Qu'est-ce que cela dit de l'état de notre démocratie? Qu'on a une marge de progrès. À ma connaissance, puisqu'on a été saisi à Prison Insider de cette question, on a cherché dans les textes, il semblerait que si les parlementaires européens sont autorisés à rentrer en prison, c'est dans les prisons de leur propre pays, comme les parlementaires nationaux. Il y avait des eurodéputés espagnols dans la délégation. Qui n'ont pas été autorisés non plus. Non, non plus, personne. Donc là, c'est un manquement au droit significatif et d'ailleurs absolument anormal. Ce que je pense, si on peut vérifier ce que je suis en train de vous dire, et on aura besoin d'aller un peu plus loin, mais c'est ce qu'on a trouvé pour l'instant, mais il serait important que des parlementaires progressistes s'emparent de cette question et fassent que cette visite vienne s'inscrire dans la loi pour tous les parlementaires de chaque pays qui compose l'Union européenne. Merci beaucoup Bernard Bolz. Demain, Pierre Jacquemin recevra Éric Benzekri, ancien conseiller du ministre Jean-Luc Mélenchon et qui est maintenant le scénariste de la série Baron Noir qui cartonne actuellement sur Canal+. Vous avez une question pour lui? Ma question, c'est est-ce que la réalité dépasse la fiction? Je lui poserai la question. C'est une question qui est parfaite. Merci beaucoup.